Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'esthétisme et du beau en art. Je sais en tout cas pour ma part que c'est une notion que je vais travailler en philosophie de l'art, qui est un des thèmes, par rapport à mon université, donc de la licence. Il me semble que c'est partout, que ça soit à l'université Paris 8 ou à l'université, de la Sorbonne. Mais moi, je vais aller à Paris 1 et je sais qu'il y aura ça dans le programme, donc je me suis dit que c'était intéressant de le faire en vidéo pour déjà de 1 m'aider à réviser et de 2, ça me permettra aussi de structurer ma pensée, peut-être que ce sera un coup de pouce aussi pour vous. Donc qu'est-ce que l'art? Parce que c'est important de le définir avant de voir des différences par rapport à la beauté en art, qui est une notion assez complexe que moi je trouve hyper intéressante à aborder. Donc l'art, il me semble, aussi intéressant de distinguer l'artiste de l'artisan parce que c'est assez essentiel. Mais je sais que maintenant, généralement, on peut être les 2 à la fois puisque cela opère à la fois de la créativité, mais en même temps, une certaine, je dirais régularité, de certaines règles aussi à appliquer. Donc, je dirais que cette notion est plutôt floue, mais c'est nécessaire en tout cas de la distinguer pour, déjà commencer. L'art est un produit unique, donc une production qui est issue de l'imaginaire, de la créativité. Donc de ce fait, il s'oppose à la nature, de même que l'artisanat par exemple. C'est-à-dire que la nature, ce sont des objets qui ne sont pas du tout transformés par la main de l'homme. Alors que l'art est presque une production dérivée issu de son imaginaire, donc à des fins non pas de moyens, c'est-à-dire d'utilité ou d'usage, parce qu'en soi l'art n'a pas d'utilité, hein, mais plutôt à la contemplation, à l'évasion. Et l'artisan, lui, va obéir plutôt à des règles qui sont strictes. Par exemple, en ayant plusieurs exemplaires de ces mêmes productions, et donc de ce fait, il va plutôt travailler par protocole, comme des schémas, des comme des tests scientifiques, en tout cas des élaborations beaucoup plus rigoureuses. Et maintenant, il y a le savoir-faire technique et le savoir-faire de la création de l'art. Généralement, ces 2-là se complètent, mais on peut les séparer par la répétition d'un modèle, que ça soit par les règles de production qui sont majoritairement définies et utilisées pour l'objet technique, alors que pour une création artistique, je ne dis pas objet artistique parce que là, ça relèverait beaucoup plus de la sculpture ou par exemple ou de la céramique, mais plutôt, par exemple, d'un tableau ou d'un dessin, donc qui n'est pas forcément un objet, 3D, mais plutôt un support. Donc là, on va opérer plutôt la créativité et il n'y a pas forcément d'utilité. Donc déjà, les finalités ne sont pas les mêmes. Pour un objet technique, la finalité va être avant tout externe, c'est-à-dire qu'il va s'inscrire dans un espace quotidien et il peut être remplacé s'il ne remplit pas, par exemple, les critères adéquats. Si on l'a fait construire, je sais pas, une machine à café, par un artisan, de renommée et qui ne marche plus, on peut le jeter parce que dans tous les cas, il y a cette reproductibilité qui fait qu'on peut, bah, avoir accès à une autre machine tout aussi performante, que la première, qui hélas ne marche plus. Alors que pour la finalité interne, c'est beaucoup plus complexe parce que l'œuvre en elle-même est sa propre fin. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de moyens. Elle s'inscrit dans un espace aussi qui lui est dédié généralement, que ça soit dans un socle, dans un cadre, dans un musée. Et lorsqu'un acquéreur, par exemple, acquiert une œuvre, il ne va pas l'utiliser, il va plutôt la contempler. Donc il n'y a pas de rapport, de mode de consommation vis-à-vis d'un humain, sur une œuvre d'art. Et la permanence des œuvres d'art, ça c'est ça qui est important puisque la notion de temps est beaucoup, présente par rapport à l'esthétisme et par rapport au beau en art. Donc on va admirer des œuvres d'art anciennes, type, les peintures rupestres de la grotte de Lascaux. Et ce que va dire Hannah Arendt, qui est une philosophe, une critique littéraire, mais aussi une écrivaine, qui est beaucoup engagée, vis-à-vis déjà de l'éducation, mais aussi des objets techniques et c'est ce que va dire, cette philosophe-là. Donc La crise de la culture, qui est un de ses livres. L'art n'est pas forcément fabriqué pour les humains, mais pour subvenir et aller au-delà des générations. Donc les œuvres d'art vont s'inscrire dans un but presque d'empreinte évolutive. Ça va nous permettre, de comprendre les sociétés d'avant, leur mode de fonctionnement, le pourquoi du comment à travers un prisme individuel je dirais même à travers le pan de la subjectivité d'un artiste. Donc il n'y a pas foncièrement d'objectivité là-dedans, mais plutôt une manière de voir à travers l'esprit, de quelqu'un qui a vécu pendant ce temps-là, d'avoir les coutumes, les dogmes sociétals, qui ont été, mis en jeu.
Les œuvres d'art sont aussi écartées des modes de consommation puisque ce ne sont pas déjà des objets d'usage, ni usés, ni transformés, et ils sont donc isolés des sphères des nécessités de la vie humaine. C'est bête, mais un tableau ne va pas être mangé, ni consommé, ni jeté, il va juste être mis dans un socle pour être regardé. Donc l'art a une singularité qui est propre à l'expérience, et lorsque quelqu'un va l'acheter, il va beaucoup plus faire appel à ses émotions, il va rendre sensible une idée qui lui-même est l'émergence de son action. Petit point nécessaire, ce n'est pas forcément utile, mais je tenais à le préciser, c'est que je ne sais pas si vous avez lu Walter Benjamin en 1636 qui fait référence à la reproductibilité technique, mais l'émergence de la reproduction va remettre en cause l'authenticité d'une œuvre, puisque par essence, lorsque l'on crée quelque chose, cela doit être singulier et donc non reproductible à la vue de tout le monde, sinon ça devient un objet technique, c'est-à-dire à la culture de masse. Donc l'œuvre va commencer à se désacraliser et on va se poser la question de est-ce que ça reste une œuvre d'art? Et cela va prendre forme notamment par rapport aux sérigraphies d'Andy Warhol, donc de Marilyn Monroe. Ou encore aux ready-made, qui sont des objets qui vont ne pas être utiles en tant que tels, mais qui vont être détournés de leur mode de consommation et de leurs usages normalement quotidiens. Je pense que vous avez tous vu le fameux urinoir, donc qui va être détourné de sa fonction d'usage pour être relayé au rang d'œuvre. Et il va poser la question, est-ce que c'est une œuvre ou non? Puisque lui, il en a décidé ainsi et que, par essence, l'idée est beaucoup plus supérieure à finalement le résultat final. Maintenant, notion qui est aussi utile, le beau et l'agréable. Donc on peut confondre les deux, mais pour moi, le beau va renvoyer beaucoup plus à l'universalité, c'est-à-dire un jugement qui est universel, donc on fait appel à notre raison, et l'union du corps et de la sensibilité va exiger cette universalité. Je m'explique, si quand on dit que c'est beau, c'est-à-dire qu'on présuppose que tout le monde doit éprouver le même sentiment, parce que ça renvoie à un sentiment d'identification vis-à-vis de l'autre. Alors que l'agréable va toucher beaucoup plus au sens d'un individu, donc ses systèmes de croyances et jugements de valeur, qui restreint la sphère personnelle des goûts de chacun. Lorsqu'on dit, par exemple, je sais pas, qu'une fleur est agréable, on présuppose que nous, on aime cette fleur, mais que l'autre, à côté, ne peut pas apprécier, la même chose que nous, puisque c'est naturel et puisqu'il s'agit aussi, je dirais, d'un jugement, subjectif. Les sensations vont beaucoup plus être supérieures lors d'un jugement de valeur qui est dû à l'agréable plutôt qu'à une notion de beauté qui est universelle. Et je le rappelle aussi, juger sans fondement, c'est-à-dire que la raison, elle n'opère pas dans les deux cas, puisque l'objectivité en tant que telle n'est pas du tout réelle, puisqu'il présuppose que tout le monde doit aimer la même chose, et donc c'est impossible, par essence, par définition. Je vous réfère au philosophe qui s'appelle Kant, qui a écrit la critique de la faculté de juger en 1790 et qui a érigé une célèbre citation qui est beau, ce qui plaît universellement et sans concept. Déjà, si je dois faire une analyse de cette citation, on peut catégoriser deux types de jugements. Déjà, dans ce qui plaît, ça va être le jugement de goût et le jugement de connaissance. Le jugement de goût, c'est subjectif, c'est-à-dire que on ne peut pas forcément l'appréhender et le justifier. Alors que le jugement de connaissance va nous renseigner sur l'objet en lui-même et non sur sa subjectivité. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'une fleur, je reprends le même exemple, que cette même fleur est belle et qu'on explique, je sais pas, ses critères scientifiques, on sait, en tout cas ses différents paramétrages, là on fait appel à notre jugement de connaissance et non pas notre jugement de goût. Le jugement de goût, généralement, il est non justifiable. Et dans ce qui plaît universellement, on va rajouter le mot universel, là il y a une contradiction entre le fait qu'un objet nous plaise et que ça soit universel, c'est-à-dire que ce qui plaît c'est subjectif, mais la personne s'attend aussi à ce que tout le monde soit du même avis, ce qui suppose une universalité. Et même si cette universalité ou cette notion d'appartenance via l'intégrité en fait, elle est censée exister entre guillemets, peut-être qu'une personne
qui aime la même chose que moi, par exemple sur un tableau, n'aura pas forcément les mêmes critères d'appréciation peut-être, que lui sera beaucoup plus focalisé par, je sais pas, le choix des couleurs, alors que moi, je verrai la beauté à travers les corps, à travers, par exemple, les paysages. Donc tous les 2, techniquement, on aimerait la même chose, mais nos raisons seront différentes. Donc là, encore une fois, en tout cas, la notion, d'universalité, elle est beaucoup à relativiser parce que, bah, dans tous les cas, il n'y a pas d'objectivation, concrète. Et en tout cas, la dernière notion très intéressante, c'est sans concept dans ce qui plaît universellement et sans les idées en amont. Donc le sans concept va plutôt faire référence à non-réciprocité, à démontrer pourquoi je trouve une œuvre belle. C'est-à-dire que je ne peux pas en soi expliquer, mon jugement et mes raisons. Parce que ça se fonde beaucoup plus, je dirais, sur des ressentis, qui sont de l'ordre, du corps, des ressentis, que ce soit physiques, émotionnels, peu importe. Mais donc ils vont pas être, je dirais, traduits par le langage. Donc ça va être plutôt être reporté autour de l'ineffable. Donc c'est pour ça que je ne pourrais pas convaincre, quelqu'un, par rapport à un tableau, qui est beau, par exemple, la Joconde de Léonard de Vinci. Je sais qu'il y a des personnes, qui ne l'aiment pas du tout parce que leur jugement de valeur est autre. Et si je cherche à justifier, pourquoi c'est beau, bah, alors fondamentalement, elle n'est pas si belle que ça puisque ça présuppose que, lorsqu'on aime une chose qui est soi-disant entre guillemets «universelle», on n'a pas besoin de se justifier parce que cela reposerait beaucoup plus sur des sensations indéchiffrables. Je pense que ma vidéo a été conséquente sur, l'esthétisme et le beau en art. La prochaine fois, je mettrai beaucoup plus en évidence des exemples, pour que ça soit beaucoup plus structuré, qu'à l'accoutumée, donc je m'arrête là. Petit point important, j'ai failli oublier, mais ça va être la construction sociale de la notion de beauté. Donc là, ça pourrait nous apporter des éléments en plus, par rapport à notre question de pourquoi est-ce qu'une personne ne peut pas aimer cette même œuvre qui présuppose, bah, l'universalité? Bah, c'est par rapport au jugement esthétique qui est davantage le produit d'un apprentissage qui est déterminé par la culture. Et donc pour Pierre Bourdieu, qui a fait, un livre que je ne me rappelle plus le nom, mais en tout cas, qui est en rapport avec l'éducation. Le beau n'est pas universel, car la notion de goût va exprimer plutôt l'appartenance à une classe sociale généralement bourgeoise, donc dominante. Et pour lui, le fait de ne pas apprécier une œuvre, ça va relever de l'éducation, des expériences de vie, peut-être que, bah, que des personnes n'ont pas forcément, accès à des musées, donc à voir des œuvres et leur regard ne s'est pas habitué à cette sensibilité-là. Et c'est pour ça qu'apprendre à apprécier une œuvre va déjà présupposer un apprentissage d'une certaine conception de ce qu'est l'art. Et là, encore une fois, ça nous renvoie au sans concept. Donc là, ça peut répondre à cette question de: «Je ne peux pas démontrer pourquoi je trouve une œuvre belle», mais toutefois, on peut être d'un commun accord puisqu'on a eu ces mêmes expériences qui ont favorisé notre perception des œuvres via l'éducation, via aussi le regard pour la juger adéquatement. Il y a une autre citation de Pierre Bourdieu qui est: «L'œil est un produit de l'histoire reproduit par l'éducation». Donc il s'agit véritablement d'éduquer notre regard, pour lui permettre, bah, de voir ce qui est fondamentalement beau et de mettre, de côté nos jugements de valeur qui reposent beaucoup plus sur, bah, le caractère agréable et éphémère. Il a noté que la notion de beauté, présuppose, beaucoup la permanence, c'est-à-dire que généralement lorsque une œuvre est belle, elle va y rester jusqu'à l'éternité. Donc on va pas changer d'avis. Alors que quelque chose d'agréable, il est plutôt impermanent et ça va varier en fonction, en fait, de nos états émotionnels, de notre personnalité, voire de notre changement au cours de notre vie. Peut-être qu'en étant enfant, on va trouver, le goût d'une glace agréable, mais en étant adulte, bah, on va avoir prendre conscience que cette glace était trop sucrée et par rapport à des sens qui ont changé. Donc peut-être qu'on va se dire que cette, glace n'est finalement plus agréable qu'avant parce que cette perception de l'agréable est le reflet, en tout cas, de notre monde intérieur et ça pourrait apporter, bah, des éléments en plus, en tout cas. Et Pierre Bourdieu va plutôt être, autour de la domination sur une culture différente. Je m'explique, c'est-à-dire que la vision européenne, qui est assez centrée, hein, va prétexter que ceux qui ne trouvent pas belle une œuvre, sont dans des cultures différentes et donc qu'elles sont inférieures, alors que c'est fondamentalement faux et que la notion de jugement, en tout cas la notion de beauté, dépend des peuples et dépend aussi des cultures
et que c'est un mode symbolique qui n'est pas du tout figé.